Dans cette capsule, on va aborder le sujet du champ magnétique produit par des boucles de courant. Ça va avoir une application pratique importante parce que, en fait, quand on veut produire des champs magnétiques pour les utiliser dans toutes sortes d'appareils, c'est comme ça, en fait, la plupart du temps qu'on produit un champ magnétique. C'est en enroulant des boucles de fils puis en les faisant parcourir par des courants. Ici, par exemple, dans les deux images qu'on a ici, alors ici, vous voyez les enroulements de fils qui sont là, il y en a même ici à l'intérieur. Ici, c'est la même chose. L'image est un petit peu meilleure. Là. Vous voyez, on a un enroulement de fils avec un courant qui circule dedans et ça va produire un champ magnétique. Donc, la formule qu'on va voir dans cette capsule ou les formules qu'on va établir dans ces capsules vont être importantes pour toutes ces applications-là. Alors, on va appliquer la loi de Biot-Savart pour pouvoir trouver le champ magnétique produit par une boucle de courant. Alors, la situation est illustrée ici à gauche. On a notre boucle de courant, c'est un cercle de rayon R, qu'on a mis ici sur le plan XY. Le courant, on a indiqué le sens du courant ici en bas, donc I circule, vu du dessus, disons, le courant circule en sens antihoraire dans ce cas-ci. Et on va vouloir calculer le champ magnétique au point P, qui est représenté ici. Donc on appelle Z la hauteur du point P et le point P se trouve bien sûr exactement au centre, au-dessus du centre de la boucle en question. Alors à droite j'ai répété la formule, la loi de Biot-Savart pour trouver l'élément de champ à cet endroit-là. Alors mu0i sur 4pi, puis ensuite on va faire dl fois UR sur R carré. Ici, dans le schéma qui est à droite, la figure B, on a représenté encore la boucle de courant, mais vue vraiment de côté. Alors, vous voyez, on a Z qui se répète ici, on a le rayon de la boucle qui est là. Ici, on a pris l'axe des Y, ça veut dire qu'on est en train de voir tout ça comme si on était sur l'axe des X, puis qu'on regardait en direction de l'axe des Y comme ça. Donc, on a la hauteur Z qui est ici. Puis, ici, on peut voir le sens du champ magnétique. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, on va commencer par l'élément qui est ici à droite. Donc, si on regarde la direction du champ magnétique produit, alors dl fois UR, vous vous rappelez, il faut mettre les doigts dans le sens du courant, les doigts de la main droite, puis on va fermer vers UR. Alors, dans ce cas-ci, le courant rentre dans l'écran. Alors, si vous regardez la figure de gauche ici, donc le courant va tourner, le courant va tourner. Quand on arrive ici, sur l'axe des Y, le courant est en train de se diriger dans cette direction-là. Là, ici, il faut penser que je suis en trois dimensions, ce n'est pas vers le haut, mais je veux vraiment le représenter vers... il rentre dans l'écran ici, là, donc il serait vers l'axe des X négatif. Alors, si on revient ici, le courant rentre donc dans l'écran. Alors, vous mettez vos doigts dans le sens du courant, vous orientez votre paume pour qu'elle soit face au vecteur UR, de manière à pouvoir fermer vos doigts sur UR, et votre pouce devrait pointer comme ceci, dans cette direction-là. C'est-à-dire, il faut que ce soit perpendiculaire au vecteur UR. Alors, si on prend ce vecteur-là puis on le déplace ici, le champ magnétique produit va donc être comme ça, donc perpendiculaire à cette direction-là. Alors, ça nous donne le sens du champ produit pour l'élément de courant qui est ici. J'efface un peu pour qu'on aille regarder l'autre côté. Donc, si on regarde un élément symétrique de l'autre côté, ici, alors on peut faire le même raisonnement. Cette fois-ci, le courant il a fait le tour, donc il sort de l'écran. Vous voyez, si je le suis ici comme ça, j'arrive ici. Je suis comme ça, en fait, plutôt comme ça, en trois dimensions. Là, il est en train de se diriger vers les X positifs. Alors, il sort de l'écran ici. Alors, encore une fois, si on cherche le sens en mettant nos doigts dans le sens du courant, il faudrait qu'il sorte de l'écran. Vous allez devoir faire un peu de souplesse là, avec votre main pour le faire. On ferme les doigts dans le sens de UR et le pouce devrait pointer dans cette direction-là. Donc, si on le déplace maintenant ici, le vecteur est ici, toujours perpendiculaire. On vient de faire deux cas. Donc, on a pris un élément ici puis un élément ici pour voir les deux champs. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour voir la symétrie. Alors, vous voyez qu'on a un élément à chaque côté. On a deux champs comme ça.
Et on peut se rendre compte par symétrie que la composante en Y, alors l'axe des Y c'est celui-là, la composante en Y dans ce cas-là s'annulerait. Et par contre les composantes en Z s'additionneraient. Et ça va être vrai pour n'importe quel morceau de la boucle. Donc si je me prends un élément ici, je vais avoir un élément opposé de l'autre côté qui va créer la même situation. Ici et là, etc. Ici et là, bon, on a toujours la symétrie. Donc, on peut conclure que la composante horizontale du champ magnétique va toujours s'annuler et il va rester seulement la composante en Z. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, pour le reste, on va calculer seulement la composante en Z pour se sauver de l'ouvrage, dans le fond, parce qu'on sait que l'autre va s'annuler. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, la stratégie qu'on va adopter, ça va être de calculer le module de dB, donc le module de ce vecteur-là. Puis ensuite, on va tout simplement trouver la composante en Z de dB et puis on va intégrer. Donc, c'est ces trois étapes-là. Alors, pour le module de dB, si on l'écrit ici, donc si on s'intéresse seulement au module de cette équation-là, bon, on va avoir bien sûr mu0i sur 4pi. Ensuite, dl fois ur, le module d'un produit vectoriel, c'est le module du premier vecteur fois le module du deuxième, module de ur, c'est 1, vu que c'est un vecteur unitaire, fois le sinus de l'angle entre les deux. Dans ce cas-ci, le sinus de l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. C'est pas évident à voir ici, mais il faut s'imaginer, tantôt on disait, le courant ici, vous voyez, il y a un X, alors il rentre dans l'écran. Alors le courant rentre dans l'écran, le UR est comme ça veut dire qu'entre les deux, ils ont 90 degrés. Donc ici, par exemple, mon courant il est dans cette direction-là, tandis que UR il est par là-bas. Donc, vous voyez, on a forcément un angle de 90 degrés ici, entre le courant et le vecteur UR. Donc, on aurait sin de 90 ici. Sin de 90, ça donne 1. Donc, on a juste ça, en fait. Et bon, je suis rendu en rouge ici, je reprends mon noir. Donc, dl sur r carré. Alors, r carré, bien sûr, on pourra le remplacer, on va le faire tantôt, par z carré plus r carré. Puis en fait, c'est une constante. On sait que r, en réalité, c'est une constante parce qu'on a une boucle, donc tout le tour, le r, il va toujours être constant. Ça veut dire aussi qu'on va même pouvoir le sortir tout simplement de l'intégrale. Donc ça serait le module de dB. Maintenant, si je veux avoir dBz, donc seulement la composante en z, puisque c'est celle-là qui ne s'annulera pas, ben, il faudrait que je prenne le module, mais je le multiplie par un angle, donc un cos d'un angle, par exemple, ou un sin. Alors, vous voyez, supposons que je définis l'angle θ qui est ici. Cet angle-là va se retrouver là. Alors, vous voyez, parce que, dans le fond, étant donné qu'on a 180 dans tout ça, 90 ici, ça veut dire que l'angle qui est là, c'est 90 moins θ. Alors, on va retrouver notre angle θ à la pointe ici. Alors, ça veut dire que si je veux la composante en z, il va falloir que je multiplie dB par sinus de θ. C'est le côté qui est opposé. Donc, je peux dire ici, ça va être dB sin θ, c'est-à-dire mu0i sur 4pi, dl sur r carré, fois sinus θ. Et sinus θ, on pourrait le réécrire par contre, parce que c'est une nouvelle variable θ. Donc on pourrait plutôt le réécrire en fonction de la géométrie ici. Là. Si on revient dans le grand triangle qui est là, sin θ, c'est le côté opposé qui est R majuscule sur l'hypoténuse qui est R minuscule. Donc on pourrait réécrire notre sin θ comme ça. Ça va être grand R sur petit r. Donc voilà, on est rendu. Donc, on peut regrouper un petit peu des termes. Là. On va avoir R à la 3 au dénominateur, puis R majuscule au numérateur. Donc, mu0i, R majuscule, sur R à la 3. Et il nous reste, j'ai oublié mon 4pi, et il nous reste dl. Ça, c'est pour dBz. Maintenant, ça, c'est l'élément de champ. Ce qu'il nous reste à faire, c'est intégrer. Sauf qu'en fait, notre intégrale, elle va être extrêmement simple. Parce que ce que j'encercle là,
c'est une constante. Alors, mu0i sur 4pi, bien sûr, c'est une constante. R majuscule aussi. R minuscule, comme je disais tantôt, c'est une constante parce que le Z et le R ne changent pas. Donc, tout le tour, le R est minuscule est toujours pareil. Donc, c'est vraiment une constante. Donc, il ne reste plus que dl. Donc, bien sûr, normalement, dl, il faudrait l'exprimer en fonction d'une autre variable d'intégration. On pourrait choisir un angle, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais sauf que dans ce cas-ci, on n'a pas vraiment besoin de le faire parce que comme il reste juste dl dans l'intégrale, ben, on va dire intégrale de dl sur toute l'anneau. Intégrale de dl, ça donne quoi? Ça donne L. Donc, ça donne la longueur de l'anneau au complet. Alors, la longueur de l'anneau, ça se trouve à être 2πr majuscule. Donc, on peut tout simplement dire, alors vous voyez, ça donne quand même quelque chose de simple, que BZ, comme ça va être l'intégrale de tout ça, ben ça va être égal à mu0IR sur 4πr cube et l'intégrale de dl qui donne la longueur complète de l'anneau, de la boucle, donc 2πr. Alors, c'est notre formule. On peut simplifier juste avant de terminer, je vais simplifier un peu. Bien sûr, 2π, on a 4π au dénominateur, puis le R majuscule, on peut le regrouper avec lui. Alors, il va nous rester mu0i R carré sur 2R cube. Alors ça sera le champ magnétique produit par une boucle de courant le long de son axe, en fait. Alors ici, j'ai répété la formule qu'on vient de voir pour le champ magnétique. Je vais juste la transformer une dernière petite fois parce que c'est pas tout à fait cette forme-là que vous avez sur la feuille de formule. Donc sur la feuille de formule, j'ai remplacé le R minuscule qui est ici par les variables Z et R. Donc vous voyez, R minuscule, on peut le trouver en faisant racine de Z au carré plus grand R au carré. Alors si on fait ça, donc grand R au carré plus Z au carré, le R, comme il est à la 3, alors ça va donner ceci à la 3 demi. Donc c'est cette formule-là que vous avez dans la feuille de formule pour le champ produit par une boucle. Ça veut dire que comme vous l'avez dans la feuille de formule, vous avez le droit de l'utiliser comme ça. Vous n'aurez pas besoin de la redémontrer. Vous pouvez tout simplement l'utiliser comme ça. Pour ce qui est de... Il y a peut-être un cas particulier qu'on peut regarder. C'est que si vous regardez la formule, le Z, le seul endroit qui se retrouve, c'est ici. Donc la distance à l'anneau. On voit que plus Z est élevé, plus BZ va diminuer, puisqu'il est au dénominateur. Donc, ça veut dire que le champ magnétique le plus intense qu'on va avoir, c'est pour Z le plus petit possible, c'est-à-dire 0. Donc, on pourrait dire au centre de l'anneau, c'est là que le champ est le plus fort, et on peut le trouver en mettant Z égale 0. Alors, si je mets Z égale 0 ici, il va rester grand R au carré à la 3 demi, donc ça va donner R3. Et si j'ai R3 au dénominateur, j'ai R2 au numérateur, il va me rester juste un R au dénominateur. Donc je vais avoir mu0i sur 2R. Alors ça c'est au centre de l'anneau. Vous voyez que ça ressemble beaucoup au champ magnétique produit par un fil infini qui donnait mu0i sur 2πr. Donc la seule différence c'est le pi en réalité. Par contre, évidemment, le R ici, ça représente le rayon de l'anneau, tandis que le R dans le fil infini, ça donnait plutôt la distance au fil. Mais bon, les formules se ressemblent quand même. Donc ça, c'est pour la grandeur. Pour ce qui est de la direction, ben, on l'a vu ici sur le schéma. Le champ magnétique, ici, était vers le haut. Donc, peu importe où on se trouve, là, il va être toujours vers le haut comme ça, mais il va être plus intense. Par contre, je devrais faire la flèche un petit peu plus grande si j'étais ici. Puis au centre, il va être encore plus intense. On peut se demander un peu qu'est-ce qui va se produire si on est ici en dessous. Alors, lorsqu'on est en dessous, il va être encore vers le haut. Je vais vous montrer pourquoi. C'est que si je me mets ici, mettons pour un point qui est ici en bas, le courant ici, on disait qu'il était entrant dans la page, entrant dans l'écran. Si je suis ici en bas, mon vecteur UR, il va être dans cette direction-là. Donc, si vous placez vos doigts rentrant dans l'écran de la main droite et que vous les fermez vers UR qui est dans cette direction-là, votre pouce, il va pointer, ça va pointer à peu près quelque chose comme ça.
Donc ça va être votre pouce. Et si je prends ce vecteur-là et je le ramène ici, ça veut dire que mon champ produit va être dans cette direction-là. Puis bien sûr, si je prenais l'élément de l'autre côté, ça me donnerait quelque chose comme ceci. Donc on arrive encore à la conclusion que la composante horizontale s'annule, puis il reste la composante verticale, mais elle est encore vers le haut. Donc ça veut dire que qu'on soit en haut ou en bas du plan, le champ magnétique va toujours être vers le haut. Bien sûr, si le courant était à l'opposé de ça, donc s'il circulait en sens contraire des aiguilles d'une montre, ben là on arriverait avec un champ qui serait plutôt vers le bas. Partout, il serait comme ça, vers le bas. La figure qui est ici nous donne un truc pour trouver le sens du champ magnétique d'une boucle de courant. C'est une autre variation de la règle à main droite. Donc, vous voyez, on a notre même boucle que tantôt avec le courant qui circule comme ça. Alors ici, ce qu'on dit, c'est que si on enroule nos doigts de la main droite autour de la boucle dans le sens de circulation du courant, le pouce va pointer vers le haut, donc dans la direction du champ magnétique. Ici, on a représenté les flèches avec les bonnes longueurs, c'est-à-dire c'est au centre que le champ est le plus intense, puis ensuite il devient de moins en moins grand. Évidemment, si le courant circulait en sens opposé de ça, ben, il faudrait tourner notre main pour suivre le courant, et donc le pouce pointerait vers le bas dans ce cas-ci. Alors le champ magnétique qu'on vient d'apprendre à calculer, c'est valable seulement lorsqu'on est dans l'axe de la boucle. Par exemple, ici, ça serait la grande barre verticale là, qui est au centre. Si on voulait calculer ailleurs, donc par exemple à quelque part ici, ben là ça serait beaucoup plus complexe. Il faut imaginer que par exemple, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, supposons que je veux calculer le champ ici, il faudrait que je découpe ma boucle en un paquet de petits morceaux, comme on fait toujours dans la loi de Biot-Savart. Mais là, ça serait beaucoup plus difficile parce que vous remarquez que par exemple la distance entre ici et là, c'est pas la même que entre ici et là. Donc j'aurais plus de symétrie comme on avait tout à l'heure. Il faudrait que je trouve une formule qui me donnerait la distance en fonction de la position sur la boucle. Même chose pour le vecteur unitaire. En réalité, ça serait quand même pas mal complexe. Donc, en fait, c'est difficile à résoudre de manière analytique. En pratique, on calcule des champs comme ça souvent avec l'aide d'ordinateurs. Mais ici, je voulais quand même vous montrer l'image. Qu'est-ce que ça donnerait les lignes de champ magnétiques autour d'une boucle de courant comme celle-là? Alors, vous voyez, ça donne quelque chose comme ceci. Ça ressemble un petit peu, sans être tout à fait identique, mais ça ressemble un petit peu aux lignes de champ créées par un aimant, par exemple, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors ici, on revient avec l'image qu'on avait au début. On crée un champ magnétique. Il y a plusieurs appareils qui ont besoin de champs magnétiques assez intenses. Alors, on crée un champ magnétique de cette façon-là. Donc ici, on va enrouler un fil autour d'un axe et ce fil-là va produire en son centre un champ magnétique. On voit ici dans la formule que pour avoir un champ magnétique intense, ça prend un fort courant. Il faudrait que le courant soit le plus élevé possible si on veut produire un champ magnétique intense. Mais en pratique, avoir un fort courant, ça crée des problèmes. Entre autres, le courant va souvent générer de la chaleur par effet Joule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'en sortir en créant un courant relativement petit, mais en faisant plusieurs tours. Donc, on va enrouler le fil en faisant plusieurs tours. Si je fais 100 tours, par exemple, ben c'est exactement la même chose. Vous voyez, si j'ai 1 ampère avec 100 tours, c'est exactement comme si j'avais un seul tour, mais avec 100 ampères. Donc, en fait, on pourrait réécrire la formule ici en écrivant mu0 ni sur 2r. Ça, c'était au centre de la boucle, cette formule-là. Donc, mu0 ni sur 2r, où n majuscule représente bien sûr le nombre de tours que l'on a fait. Donc, ici, on aurait peut-être tendance à penser que ça ne marchera pas parce que le fil se touche à lui-même. Donc, ça va créer une espèce de court-circuit, si vous voulez. Mais en pratique, le fil, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'enduit d'une petite pellicule isolante. La pellicule ici, elle est transparente, donc on ne la voit pas très bien. On dirait que le fil est nu, mais en réalité, les fils qu'on utilise pour faire ces enroulements-là, ils sont enduits d'une pellicule isolante. Donc, ce qui fait que le fil ne se touche pas à lui-même lorsqu'on fait plusieurs tours comme ça. Donc, on arrive à produire des champs magnétiques intenses avec des courants relativement faibles en utilisant ce petit truc-là.
Alors ici, on a une bobine avec environ 3000 tours de fil. Donc évidemment, c'est pas tout à fait une bobine plate, elle a quand même une certaine longueur, cette bobine-là. Mais bon, donc on a notre courant ici, puis pour être témoin du champ magnétique, ça va être notre cuillère qu'on a déjà utilisée dans une autre capsule. Cette cuillère-là, comme il y a un aimant dessus, elle s'oriente dans le sens du champ magnétique. Alors dans ce cas-ci, il y a juste le champ magnétique de la Terre, donc elle m'indique que le pôle Nord est dans cette direction-là. Si je mets maintenant du courant dans ma bobine, alors vous voyez ce qui se produit, la cuillère s'oriente comme ça pour me montrer que le champ magnétique est orienté dans cette direction-là. D'ailleurs, vous voyez le fil positif arrive ici et le fil est enroulé comme ça. Donc vous voyez, si j'enroule mes doigts dans la main droite dans ce sens-là, mon pouce pointe comme ça. Donc c'est effectivement le sens du champ magnétique. Si je change le fil, alors vous voyez présentement j'ai coupé le courant, donc ma cuillère revient avec le champ magnétique terrestre. Maintenant, vous voyez, j'ai changé les fils de direction. Donc, mon champ magnétique est maintenant plutôt dans cette direction-là. Donc, il faudrait que j'enroule mes doigts. Le sens du fil, ça serait comme ça dans ce cas-ci. Alors, mon pouce pointe comme ça. Donc, le champ magnétique serait dans cette direction-là.